Bonjour, je m'appelle Guillaume Fontès et j'ai soutenu mon invitation à diriger des recherches le 1er juillet 2022. Suite aux encouragements du jury, je vous propose un enregistrement des slides que j'ai pu présenter lors de cette soutenance. Je vais donc vous présenter une synthèse de mes activités pédagogiques d'enseignement et de mes activités de recherche qui tournent toutes autour des problématiques du stockage et de la gestion de l'énergie et plus récemment autour des méthodes et outils de conception de convertisseurs de puissance. En guise d'introduction, permettez-moi de vous présenter un résumé de mon parcours avec deux lignes sous-jacentes. Tout d'abord, un enthousiasme pour transmettre en fait des connaissances au sens large, et deuxièmement, une appétence pour les sciences et l'innovation. Et c'est ainsi qu'après un diplôme d'ingénieur de l'ANSET, une agrégation de génie électrique et un doctorat de l'INP Toulouse, je suis devenu maître des conférences à l'INP ENSET et au L2UI qui allait devenir le Laplace. Alors, les premiers mois où j'étais recruté, j'ai cru naïvement que mes activités d'enseignement et de recherche allaient se répartir à 50-50 équitablement. Bon, après quelques mois, je me suis rendu compte en fait qu'il y avait une troisième catégorie d'activités qui s'était invitée, dans laquelle on va ranger tout ce qui n'est pas exactement l'enseignement et de la recherche. Il s'agit de l'administratif et qui a tendance aussi à prendre de plus en plus de place ces dernières années. Mais le statut d'enseignant-chercheur fait que ces frontières-là ne sont pas immuables et qu'avec un peu de persévérance, on peut les faire bouger. Alors j'ai été recruté sur une création de poste pour supporter la création du master éco-énergie entre l'ANSET et l'ACET, dont je dirai quelques mots dans les slides suivants. Aussi, l'essentiel de mes activités consistait à créer de nouveaux enseignements pour ce master éco-énergie. Et puis j'ai pu profiter des degrés de liberté qui s'offrent en fait aux enseignants-chercheurs en prenant un congé de recherche suivi d'une délégation CNRS pour me concentrer pleinement aux activités de conception en électronique de puissance. D'une certaine manière, on pourrait dire que leurs efforts ont porté leurs fruits, puisque cela a conduit à la création en fait, d'une start-up, Power Design Technologies, pour proposer le logiciel PowerForge, dans laquelle je me suis investi à 100%. Je suis même revenu sur les bancs de l'école à HEC pour prendre les rudiments du business. Et puis après 4 ans, pour diverses raisons, je suis revenu à l'Insight, mais l'aventure entrepreneuriale m'avait séduit. Aussi, je me suis réassocié à une start-up québécoise qui propose un logiciel toujours dans le domaine de l'électronique de puissance. Et enfin, j'ai saisi l'opportunité de prendre un détachement, depuis un peu moins d'un an, à l'École nationale supérieure maritime, qui forme les futurs officiers de la marine marchande. Ce qui me permet en fait de découvrir un domaine d'application qui me passionne. Alors maintenant que je vous ai présenté de manière macroscopique ce parcours, je vais illustrer quelques points marquants de celui-ci à mon sens. Premièrement, à travers une brève synthèse de mes activités pédagogiques, puis à travers en fait certains des éléments de mes activités de recherche, dont les dernières ont mené à une activité de valorisation. Et puis je terminerai par quelques perspectives. Alors comme je le disais, j'ai été recruté pour contribuer à la création du Master Éco-énergie, qui consiste à former des ingénieurs capables de mener des projets dans l'interdisciplinarité du génie électrique et du génie du procédé, c'est-à-dire avec une vision un peu plus globale des problématiques énergétiques et avec une préoccupation de développement durable. Aussi, dans ce contexte, et avec l'enthousiasme des discussions de mon premier mentor, j'ai pu contribuer à créer des cours et des bureaux d'études sur les composants électrochimiques ou sur les systèmes énergétiques hybrides. Alors là, je relèverai en fait quelques points qui me paraissent particulièrement en fait intéressants. Et bien notamment l'approche de modélisation unifiée qu'on fait des composants électrochimiques, que ce soit donc des piles à combustible ou des accumulateurs lithium-ion, mais également les enseignements de caractérisation expérimentale qu'on dispense sur les piles à combustible, qui découlent assez naturellement de mes travaux de doctorat. Et puis les enseignements que l'on dispense sur les systèmes énergétiques hybrides, voilà, avec tout le gain qu'on peut montrer aux étudiants sur le dimensionnement et sur l'efficacité en fait, du système, avec notamment des stratégies de contrôle de gestion d'énergie adaptées, comme un partage fréquentiel de la puissance. Dans ces thématiques, à travers ces thématiques, j'ai également du coup pu contribuer à la mise en place d'un laboratoire d'enseignement au Vietnam sur les nouvelles technologies de l'énergie et du développement durable, où il s'agissait de former régulièrement des enseignants et des étudiants pendant quelques semaines, et ça a duré pendant une période d'un peu plus de 3 ans. Un autre volet qui me tient particulièrement à cœur, ce sont les nouvelles technologies au service donc, de l'innovation pédagogique. Et c'est ainsi que pendant quelques années, j'ai promu la plateforme d'enseignement Moodle, bien avant que cette technologie elle soit incontournable due à la crise Covid.
Et puis j'ai également testé d'autres méthodes comme l'apprentissage par projet ou les classes inversées qui rendent du coup les enseignements bien plus interactifs et du coup bien plus palpitants. Voilà, j'en ai fini avec cette synthèse des activités pédagogiques d'enseignement et je vous propose maintenant de découvrir une synthèse de mes activités de recherche qui ont conduit à une valorisation avec deux thématiques. Premièrement, modélisation et la caractérisation des composants électrochimiques, et plus spécialement ici des accumulateurs lithium-ion, et deuxièmement, les méthodes et outils de conception pour les convertisseurs. Alors cette première thématique consistait en fait à appliquer la démarche qui avait été adoptée durant mes travaux de doctorat. Il s'agit en fait d'une approche de modélisation dite énergétique puisqu'elle respecte les couplages énergétiques entre les différents phénomènes et elle utilise des lois comportementales de la physique. Par exemple, ici on peut voir à gauche une loi de Nernst pour le stockage. Tout à fait à droite, et bien une loi Tafel en fait linéarisée ici pour l'activation. Ces lois utilisent des paramètres qui sont identifiés expérimentalement, notés ici en fait en rouge. Alors, le codage du modèle peut être effectué sous différents formalismes. Typiquement, nous aimions bien le bond graphe parce qu'il permet en fait de respecter les couplages énergétiques. Là, ici, on voit bien avec le transfo TF la conversion du domaine chimique en domaine électrique. Mais ce n'est qu'un codage de modèle, donc qui peut très bien en fait, être effectué sous la forme d'un modèle circuit, qui est souvent plus compréhensible pour les personnes qui sont non initiées au bond graphe. Alors, ce modèle peut ensuite être décliné différemment suivant le besoin. Besoin qui peut être de prédire le comportement dynamique de l'accumulateur, son comportement statique, ou encore son comportement impédant ou thermique, pour aboutir donc du coup à différents modèles. Alors certes, ensuite le modèle il va avoir un domaine de validité restreint, mais il sera plus facile à identifier expérimentalement. Alors à titre d'illustration, eh bien, je vais vous présenter l'approche qui a été développée avec le modèle dynamique dit global. Nous partons ici en fait, d'essais expérimentaux constitués d'échelons de courant qui vont petit à petit décharger l'accumulateur et nous l'avons appliqué à cet accumulateur SAFT, le MP165065. On part en fait du modèle initial sur lequel ici on va aller négliger le phénomène en fait de double couche parce que la dynamique de ces phénomènes-là est bien plus rapide en fait, que les dynamiques qui sont considérées ici dans les essais expérimentaux. Il nous reste ensuite un jeu de paramètres qui va être déterminé à l'aide en fait d'une optimisation des moindres carrés classique, où il s'agit de minimiser la différence entre les sorties des équations du modèle et les essais expérimentaux, en jouant sur les paramètres. On obtient alors un jeu de paramètres dont on ne peut garantir l'unicité absolue, mais que l'on va venir en fait valider et exploiter avec d'autres essais à différents régimes de recharge. Alors, ces travaux ont notamment permis de bien appréhender le comportement des accumulateurs en vue de leur dimensionnement ou de leur utilisation dans des systèmes énergétiques hybrides, comme le véhicule solaire, où il s'agissait en fait de dimensionner les accumulateurs lithium-ion pour remplacer le pack en fait, de batteries au plomb qu'il y avait, ou eh bien, dans le réseau de secours de l'avion plus électrique, hybridant ici une éolienne de secours et de lithium-ion. Et c'est d'ailleurs dans cette deuxième application que j'ai pu mener en fait les premiers travaux de dimensionnement des convertisseurs, les convertisseurs qui étaient connectés à la batterie. Ce qui m'amène maintenant à vous faire découvrir mon deuxième thème de recherche sur les méthodes et outils de conception pour les convertisseurs, où je vais montrer comment ces premiers travaux m'ont conduit à me lancer dans le développement d'un prototype logiciel dit l'outil, puis du framework OpenCom 3D, pour passer ensuite à la valorisation à travers la création d'une startup de Power Design Technologies pour proposer le logiciel PowerForge. Alors, comme je disais, ces premiers travaux en fait se situent dans le contexte de l'avion plus électrique. Nous avions en fait deux bus de tension, un bus 28 volts, le réseau essentiel, et un bus 540 volts. Et initialement, nous avions une batterie basse tension. L'idée ici était de remplacer par une batterie moyenne tension. Faisons apparaître à ce moment-là un deuxième convertisseur. Nous avons donc un premier convertisseur réversible mais non isolé, et un second convertisseur ici, isolé mais non réversible. Et l'idée était de définir en fait le niveau de tension de cette batterie moyenne tension afin d'obtenir le meilleur compromis au niveau du dimensionnement du pack convertisseur batterie. Meilleur compromis en termes de masse et de rendement.
Et c'est ainsi que nous avons effectivement trouvé que l'optimum était sur une batterie moyenne tension, autour de 200 volts, pour ce pack. Alors, petit bémol, on peut voir ici la forte influence surtout de la batterie, qui était due au fait que le constructeur il avait développé une nouvelle technologie en fait de cellules pour proposer cette batterie moyenne tension, nouvelle technologie qui s'est avérée plus performante. Néanmoins, pour réaliser en fait le dimensionnement de ces convertisseurs, eh bien, nous avons réalisé une approche avec deux grandes étapes. Une première étape qui calculait les contraintes électriques de tous les composants à partir des spécifications en fait du cahier des charges, c'est-à-dire par exemple pour un condensateur sa capacité, sa tension max, son cours efficace. Puis une seconde étape en fait, qui évaluait les pertes et les masses pour chaque composant à partir en fait de ces contraintes. Du coup, ces premiers travaux en fait, m'ont permis de me rendre compte de l'intérêt et l'importance de la thématique de conception en électronique de puissance, renforcée par les échanges entre collègues, et notamment avec celui qui est devenu mon second mentor, Thierry Ménard. Nous faisions donc le constat d'une importante préoccupation pour cette thématique, car de nombreux travaux étaient également menés dans l'équipe convertisseur avec une démarche générale similaire, qui combinait quasiment toujours une feuille de calcul, quelques vérifications avec des simulations de circuits, parfois avec un peu d'éléments finis, et une démarche du coup plus ou moins itérative. Mais chaque démarche était spécifique à chaque topologie considérée, et dans les faits, il y avait en fait très peu de réalisation de méthodes développées. D'où l'idée de se lancer dans le développement d'un outil d'aide à la conception de convertisseurs qui permettent d'être plus génériques en fait, pour les différentes topologies. Et ceci en collaboration avec l'entreprise Liber de Toulouse, qui faisait le même constat, et notamment du coup mon collègue et ami Régis Ruéland. Alors le workflow de l'outil, qu'est-ce que c'est? Eh bien, en entrée, l'utilisateur va pouvoir en fait spécifier sa chaîne électromécanique, son circuit, avec un script. Donc là, on adresse le caractère générique en fait de différentes topologies. Puis il va pouvoir en fait bénéficier de quelques degrés de liberté, notamment sur la topologie, avec le convertisseur multiniveau configurable. Je vais le détailler un petit peu plus dans le slide d'après. Et puis des degrés de liberté technologie, en pouvoir choisir différents semi-conducteurs ou des bases de données en fait, de composants. Et puis nous avons un solver rapide qui permet d'obtenir du coup très vite des formes d'ondes en régime permanent, nécessaires pour un process de conception, et également une détermination automatique en fait, du point de fonctionnement, qui fait qu'on n'a pas besoin de synthétiser le contrôle commande. Et en sortie, des formes d'ondes, des pertes et des masses. Voilà, pour pouvoir faire le process de dimensionnement. Et tout ce process qui peut être du coup itératif, bouclé, en faisant un balayage de paramètres afin d'extraire les meilleurs compromis en termes de masse et de rendement. Alors maintenant, je vais vous relever en fait deux points qui me paraissent très intéressants sur cet outil, qui est le degré de liberté des convertisseurs multiniveaux configurables et également le solver rapide avec une résolution fréquentielle, sans quoi tout ça ne serait pas possible. Le convertisseur multiniveau configurable, tout d'abord, partons de la cellule de commutation de base qui, en l'associant différemment, permet d'avoir différentes topologies, du HR très simple, à l'onduleur triphasé, ou d'autres topologies un tout petit peu plus exotiques comme ce double boost. Ici, dans l'outil, chaque cellule de commutation est en fait un agencement de différentes cellules de commutation en série, pour avoir du coup une topologie type Flying Capacitor, ou en parallèle pour avoir du coup des convertisseurs multicellulaires entre cellules AC. Et nous avons donc ici ce concept que l'on appelait la cellule de commutation multiniveau configurable, dit macrocell. Alors en fait, il y a également un troisième degré de liberté, qui est le fait de pouvoir empiler des cellules de commutation. À ce degré de liberté, on a associé une bibliothèque en fait, de stratégies de modulation pour pouvoir faire l'injection homopolaire, un balayage de la fréquence de découpage et un choix de différentes références semi-conducteurs. Tout ça pour pouvoir avoir des pertes, des formes d'ondes et des spectres pour pouvoir ensuite dimensionner des filtres.
Alors pourquoi insister autant sur ce degré de liberté? Eh bien parce que c'est considéré comme un degré de liberté majeur, notamment dans les dernières sessions spéciales, par exemple de CPE, en vue de la conception d'électronique de puissance. En ce qui concerne le solver fréquentiel, sans lequel eh bien, cet outil de conception ne serait pas viable, il est adapté en fait, au comportement de la cellule de commutation et permet un bon compromis en termes de rapidité et de précision. Et à titre d'illustration, voici une comparaison entre le logiciel Plex, avec ici eh bien, un algorithme de recherche du régime permanent. On peut voir qu'entre le solver fréquentiel et Plex, nous avons un ratio de 15, et avec une très bonne précision, qui est ici de l'ordre de 1 pour 1000. On est dans l'épaisseur du trait. Comment en fait comment ce solver marche? Eh bien, en fait, il est basé sur un modèle de la cellule de commutation. On fait l'hypothèse eh bien, que du côté de tension, on peut modéliser ça par une source de courant modulée par le rapport cyclique, et côté basse tension, par une source de tension, elle aussi modulée par le rapport cyclique. Ceci permet de considérer du coup deux circuits en fait électriques indépendants, à partir duquel ici on va aller considérer les formes d'ondes de part et d'autre de la cellule du côté de commutation dans le domaine en fait temporel. Puis nous allons faire une première FFT qui va permettre en fait d'obtenir les spectres de part et d'autre de la cellule de commutation. Puis avec une résolution nodale modifiée, on va pouvoir obtenir les spectres fréquentiels de toutes les grandeurs dans le circuit. Et enfin, à l'aide du transformé de Fourier inverse, on va obtenir les formes d'ondes temporelles de toutes les grandeurs du circuit. Voici un screenshot de à quoi ressemblait en fait le premier prototype logiciel de l'outil. Donc tout en haut, eh bien, nous avons la chaîne électromécanique qui a été définie par l'utilisateur au préalable par script. Puis ici, nous avons accès à un degré de liberté, par exemple le nombre de cellules que l'on va mettre en parallèle. L'accès à un script qui va permettre de faire varier des degrés de liberté, ici le nombre de cellules en parallèle, effectivement, et puis des visualisations en fait, de résultats, des formes d'ondes, des masses et des pertes, par exemple. Alors, en parallèle en fait, de ces travaux, et même au cours de ces travaux, on s'est rendu compte que eh bien, la prise en compte, l'évaluation des masses a été effectivement très importante, et du coup, la nécessité en fait, voilà, de disposer d'un formalisme pour la conception des passifs s'imposait. Un formalisme qui permette en fait de les décrire physiquement, en 3 dimensions, de décrire les éventuelles interactions électriques, et qui permettent également de favoriser la collaboration entre utilisateurs et la réalisation de modèles. Alors pour ce dernier point, eh bien, on a mis en place un dépôt GitHub avec une licence MIT, et pour le formalisme de description, eh bien, on a récupéré un formalisme de modélisation orienté objet, comme par exemple ce qui est fait dans Modelica. Alors dans Modelica, j'avais effectivement regardé, mais je trouvais que bien, ce formalisme n'était pas adapté voilà, pour décrire les interactions électriques avec notamment un solver fréquentiel. Alors pourquoi utiliser un concept de modélisation orientée objet? Bien parce que ce concept est structurant. Il va permettre de définir que chaque composant élémentaire eh bien, va disposer de dimensions, de matériaux, de formes, mais également de profiter pleinement de ce qu'on appelle le polymorphisme. C'est-à-dire que chaque composant va avoir eh bien, un modèle de calcul de masse, la génération d'un modèle thermique, électrique, magnétique, et si on ajoute même des excitations, à l'aide d'un calcul de Hertz, on va pouvoir déterminer la température. Alors pour aller plus loin, même dans la manipulation homogène en fait, de composants, on a également utilisé le patron de conception dit composite. Alors vous avez ici un diagramme de classe issu de Wikipédia où on peut voir eh bien, deux objets, une feuille, on va dire qu'ici c'est notre élément, par exemple une inductance, et un composite, par exemple un sous-système typiquement un filtre. Donc ces deux objets dérivent du même objet, ici appelé composant. Ça veut dire qu'en fait, ces deux objets, eh bien, ils vont pouvoir en fait définir les mêmes propriétés. Typiquement, des dimensions, des matériaux, des formes. Deuxièmement, on peut voir ici hein, que le composite, en fait, le sous-système, eh bien, il est composé de composants. C'est-à-dire que le composite, il va être composé de feuilles, mais également de composites. Voilà. C'est un échelle en fait de poupée russe, en quelque sorte.
Donc comment est-ce qu'on applique ça aux composants de puissance? Eh bien on peut voir ici sur la gauche un élément, donc un magnétique, des résistances, des condensateurs, qui dérivent en fait de composants, et également le composite, qui dérive également de composants. Un composite, c'est donc un filtre. Et on peut voir que ce filtre-là, il est associé à un condensateur, des résistances, également des magnétiques. Concrètement, comment est-ce qu'on utilise en fait ce concept d'open control relay dans un process de conception? Eh bien, prenons par exemple un objet, une inductance, que l'on va associer avec un condensateur. On connecte leurs modèles électriques entre eux, ce qui va permettre d'avoir du coup des formes d'ondes. À l'aide de ces formes d'ondes qu'on va réinjecter dans chaque objet, on peut calculer du coup les pertes et on peut avoir les contraintes des composants. Par exemple, pour un condensateur, une température max, mais également au niveau des formes d'ondes, un courant efficace max. Et puis au niveau du sous-système, on a également des contraintes. Par exemple, au niveau d'un filtre, ça serait un gabarit fréquentiel. On va donc pouvoir collecter toutes ces contraintes, et avec la définition de fonctions objectif min-max, on a tous les ingrédients pour constituer un algorithme d'optimisation, et si ensuite les objectifs ne sont pas atteints ou les contraintes ne sont pas respectées, on va pouvoir itérer sur les entrées, les dimensions, les matériaux, les formes qui ont déjà été toutes collectées grâce au patron de conception composite. Et puis, une fois que les objectifs seront atteints, on pourra valider la solution à l'aide d'un outil externe, par exemple. Alors, voici un exemple en fait, de dimensionnement que nous allons effectuer en fait, sur une inductance, où vous pouvez voir en fait, ce graphe qui présente la masse en fonction de l'ondulation de courant. Donc, nous aurons fait cette évaluation de masse pour différents en fait, coefficients de convection. L'idée ici était de traiter le débat, oui, mais quelle valeur en fait, pour le coefficient de convection? Donc nous avons effectué en fait, cette évaluation pour une fourchette en fait, de coefficient de convection, afin de dire que dans le pire cas, la masse serait au maximum de temps. Ensuite, voici deux validations de cette inductance avec donc un outil d'éléments finis. Donc on peut voir que l'outil d'éléments finis FEMM donne des valeurs d'inductance qui sont légèrement supérieures. C'est bien parce qu'en fait on a des fuites et que les fuites ne sont pas prises en compte dans OpenCont 3D et qu'elles ont tendance légèrement à faire augmenter la valeur d'inductance. Ici, une validation en fait, des pertes cuivre. Donc on peut voir qu'on a une bonne approximation en fait, des pertes cuivre, sauf pour des forts ratios de courant, on peut voir de plus en plus en fait, de décalage. Je reviendrai dessus sur la difficulté de prendre prise en compte en fait, des pertes cuivre dans la suite de cet exposé, et notamment dans les perspectives. Alors pendant cette période, lors de nos échanges avec des contacts industriels ou dans nos workshops, on avait l'impression que le besoin d'un outil logiciel de conception était sans arrêt récurrent et l'idée d'entamer une action de valorisation germait peu à peu. Et c'est grâce à l'impulsion de Nicolas Vido, jeune docteur du labo, que nous avons créé la startup Power Design pour proposer PowerForge, premier logiciel commercial dit de conception en électronique de puissance. Alors, au niveau du workflow, on va retrouver un petit peu ce qu'on avait en fait dans l'outil. L'utilisateur démarre de spécification électrique. Il va pouvoir ensuite explorer différents degrés de liberté, de la topologie, fréquence découpage, de la référence de composants semi-conducteurs. Et puis il va pouvoir en fait comparer les différents designs, en sélectionner certains, pour pouvoir profiter en fait, de fonctionnalités d'export vers des outils de circuit ou vers des tableurs Excel. Alors, l'un des leitmotifs que mettait en avant en fait PowerForge était la possibilité de comparer un grand nombre en fait de designs. Vous en avez ici plus de 200, et de pouvoir en fait trier, sélectionner en fait certains, voilà, à l'aide de filtres, comme c'est illustré ici avec la vidéo où on va filtrer par un THDI, par masse, voilà, ou par un coût. Et puis ensuite on va les grouper en fait ces solutions-là, voilà, par la technologie en fait de composants. Alors, qu'est-ce que je faisais ici, en fait, dans PowerForge? Je livre ici, du coup, un témoignage parce que je trouve que c'est intéressant à faire passer ensuite, typiquement, lors de la formation en fait, de nos ingénieurs. Alors, tout d'abord, j'ai été Product Owner. En français, c'est un peu l'équivalent en fait, de responsable produit, où j'étais responsable de la stratégie du développement de produits.
Littéralement, il s'agit en fait de prioriser la roadmap de manière à maximiser la valeur du produit, c'est-à-dire identifier les demandes des prospects qui vont permettre d'effectuer la conversion, c'est-à-dire de passer à l'achat. Très franchement, hein, ce job-là a été une des expériences les plus éprouvantes, car on est constamment à la recherche de compromis sur les spécifications des fonctionnalités à développer. Ma seconde casquette a été celle de Field Application Engineer, c'est-à-dire d'assurer le support client avant-vente et après-vente. Ça me permettait en fait justement de recueillir ces besoins de clients et c'était très complémentaire quand je faisais à la fois le rôle avec le product owner. C'est un des rôles les plus enrichissants car il me permet d'avoir une vision plus industrielle des process de dimensionnement avec un savoir-faire parfois modeste et d'autres fois impressionnant. Enfin, mon troisième rôle eh bien, était de gérer les activités R&D, alors avec un certain recul hein, au niveau, et puis également d'être le garant des mécanismes CIR. Alors oui, il y avait effectivement encore quelques activités R&D dans la startup, parce que bon, même s'il s'agissait d'une activité de valorisation, il y avait encore un certain nombre de sujets qui devaient être traités, certains qui avaient été anticipés, comme par exemple l'obtention des données de perte de perte MOSFET, que nous avons effectué avec des simulations LT-SPICE, et pour traiter un grand volume de données, on s'est doté en fait d'un outillage. D'autres sujets moins anticipés, comme les problématiques de temps de calcul, dues à des ratios élevés entre fréquence découpage et fréquence de modulation, qui nous ont conduit à explorer la piste de la FFT en 2 dimensions. Ou un autre sujet, donc au croisement entre la problématique des multiniveaux et du solveur fréquentiel. Alors en effet, le solveur fréquentiel impose que toutes les fréquences considérées dans notre process de dimensionnement soient en fait multiples entre elles, et il y avait quelque chose de supplémentaire avec un convertisseur multiniveau, notamment au niveau de la condition de périodicité. Là, il fallait que la périodicité, en fait, elle se fasse entre la fréquence de découpage et également le nombre de cellules, voilà, pour la fréquence de modulante, dans une stratégie de modulation un peu particulière qui était la phase disposition. Ça nous a également en fait conduit à faire une synthèse des meilleures stratégies de modulation en fonction de la topologie du convertisseur, suivant s'il s'agit en fait du multiniveau série ou du multiniveau parallèle. Et enfin, d'autres sujets de R&D que je ne vais pas détailler ici, si ce n'est en fait ce dernier sujet sur l'influence du coût de l'entrefer sur les pertes cuivre. Et pour traiter ça, effectivement, nous avons proposé une approche de modélisation assez originale des pertes, puisqu'il s'agit en fait de combiner une surface de réponse obtenue par calcul d'éléments finis, et d'autre part une méthode d'extrapolation. Alors, je vais vous en dire un tout petit peu plus en fait en détail. L'idée donc est d'améliorer la prise en compte des pertes cuivre dès le process en fait de dimensionnement. Ces pertes cuivre en fait viennent en quelque sorte augmenter la résistance alternative, la résistance AC en haute fréquence. Alors comment ça se passe? Vous avez ici sur votre coche un process de dimensionnement d'inductance et lors de la première passe, on va faire une hypothèse sur ce ratio RAC sur RDC pour le calcul des pertes cuivre de 1 qui va prendre simplement en compte par exemple l'effet de pau. On va forcément ne pas satisfaire les contraintes de perte cuivre, et du coup on va aller corriger en fait ce ratio de la résistance alternative sur RDC, puisqu'on a une première idée en fait de la géométrie. Mais comment est-ce qu'on va corriger en fait ce ratio de la résistance alternative sur la RDC? Eh bien par l'obtention en fait d'une surface de réponse. Donc pour construire cette surface de réponse, on a tout d'abord déterminé les variables influentes de la géométrie, qui étaient de l'ordre de 10. Et puis nous avons réalisé en fait des simulations offline pour toutes ces combinaisons de géométrie et de bobinage. Et puis ensuite nous avons extrait les données et mis en place un algorithme d'interpolation. Alors je vous présente en fait ci-dessous l'erreur qui a été calculée pour cette méthode par rapport à la référence que constitue un calcul d'éléments finis. Nous avons également calculé cette erreur pour la méthode de Dowell classique. Donc, sur le graphe ci-dessous, on peut voir la fréquence d'apparition d'erreurs en fonction de leur valeur. Donc, première chose, en bleu quadrillé, on peut voir l'approche en fait de Dowell qui présente des erreurs
importante, ce qui est assez logique puisque Dowell n'a pas été fait pour calculer en fait des pertes cuivre, et bien quand on a en fait une carte des champs qui n'est pas unidimensionnelle, ce qui ici n'est pas le cas puisque nous avons l'influence en fait de l'entrefer. Et ensuite, eh bien, nous avons voilà, la méthode hybride que nous avons développée qui permet en fait une nette amélioration de cette erreur-là. Ce qui nous laisse bien, envisager en fait, que cette approche est intéressante et qu'il serait intéressant de la poursuivre. Alors, au vu de ces éléments de parcours, bien, je vais me permettre de vous donner quelques perspectives pour la conception. Et pour vous donner quelques perspectives sur la conception, je vous propose ici une représentation du process de conception du cahier des charges jusqu'au prototype. Alors, tout d'abord, nous pouvons faire le constat qu'il y a peu d'outils métiers. Et quasiment pas d'outils commerciaux, même si on peut trouver quelques outils pour des composants spécifiques, comme les inductances. On peut citer par exemple le frénétique ou le module magnétique de Simplis Symmetrix. Par contre, dans je dirais, le domaine de la R&D ou de la R&T, on va trouver, par exemple, chez des grands groupes industriels, des outils très aboutis. Mais d'après, en fait, ce que j'ai pu comprendre, ces outils-là ne sont assez peu diffusés. Les utilisateurs, même au sein d'une même entreprise, n'adhèrent pas en fait à cette démarche-là, ou assez peu, parce qu'ils ne la connaissent en général pas. Dans le milieu académique, la préoccupation est également très très forte. En témoigne le nombre de workshops spécialisés grandissant depuis ces dernières années. Et d'ailleurs, dans ces workshops, ils font le constat que bien qu'il y ait une préoccupation très très importante, le besoin utilisateur est assez flou, il est mal défini. Et je partage tout à fait ce constat que j'ai pu également faire lorsque je travaillais chez PowerForge. Alors, même si en fait on a toujours une démarche générale qui est un peu la même, où on va avoir un process itératif entre voilà, un tableur et un outil circuit, puis suivi d'une démarche séquentielle qui vise à choisir les semi-conducteurs, définir en fait les passifs pour le filtre et puis les dissipateurs, le but est quand même d'aller le plus vite possible en fait sur la paillasse, considéré comme étant le juge de paix, voilà, le fait d'avoir en fait le prototype. Mais du coup, en fait, il y a assez peu de solutions qui sont exploitées et au risque en fait de passer d'une solution en fait plus intéressante. Par contre, ce qui revient systématiquement, c'est le besoin de données qui soient transparentes quant à leur constitution, flexibles et puis facilement manipulables, exportables, interfaçables. Alors par rapport à ce constat, comment aider l'utilisateur? Très personnellement, je ne pense pas que, en fait, à court terme, proposer un workflow un petit peu trop fermé, comme ce que le propose en fait PowerForge, puisse marcher, parce que je pense que l'utilisateur, voilà, il faut qu'il construise son propre workflow afin qu'il puisse adhérer la démarche. Parce que pour lui, la conception, c'est quelque chose en fait de nouveau. Donc du coup, par rapport à ça, que proposer comme piste? Qu'est-ce qu'il y a en fait comme aussi, dans un premier temps, j'imaginerais personnellement offrir à la disposition de l'utilisateur un chef d'orchestre pour qu'il puisse en fait connecter ses propres modèles de composants ou de sous-systèmes qu'il aura en fait développés. Un candidat idéal, à mon sens, serait un solveur électrothermique avec un formalisme en fait circuit pour être plus facilement adopté. Pour pouvoir envisager que ce solveur soit intégré dans un process de conception itératif, il faut que celui-ci soit rapide et détecte les régimes permanents. Pour adresser ces problématiques, différentes pistes existent, certaines plus ou moins exclusives, comme celle par exemple d'utiliser un solveur nodal ou un solveur en fait d'espace d'état, ou encore un solveur temporel ou fréquentiel, et puis d'autres pistes complémentaires voilà, qui permettraient d'augmenter la rapidité, comme du calcul parallèle, ou encore du calcul dans le cloud. Alors, à très court terme, je pense qu'il n'y a pas de verrou majeur et mon action va être de favoriser l'utilisation du solver qui est utilisé dans le logiciel Simba parce que celui-ci est rapide, parce qu'il a un pattern variable qui s'adapte aux différentes constantes de temps du circuit, qu'il a une détection des régimes permanents, mais surtout qu'il est entièrement scriptable avec le langage Python depuis la saisie du circuit en passant par la simulation jusqu'à l'extraction des résultats. Et jusqu'ici, il est gratuit pour l'enseignement et la recherche académique. Ce que j'espérerais voir à travers ces utilisations, c'est se dessiner des patterns communs et d'identifier en fait différents besoins qui auront des TRL en fait variés.
Parallèlement à ce travail, il sera intéressant de faire renaître en fait, le formalisme de description commun de type Open 3D. Mais cette fois-ci, en prenant une approche plus fédérative, avec des partenaires universitaires, industriels forts, et en s'appuyant aussi fortement sur la constitution de bases de données. Ce qui m'amène en fait à la deuxième. Et ainsi, une seconde perspective intéressante serait la constitution de bases de données avec trois mots d'ordre. Une constitution transparente, que les bases de données en fait soient flexibles, que l'utilisateur puisse facilement les modifier, et que ces bases de données en fait soient facilement manipulables, exportables. Et je commencerai pour le concept de datasheet digital compatible avec tous les outils de simulation. Alors, il y en a qui n'ont pas attendu, et quand on gratte un peu, il y a déjà en fait deux projets en cours. Le projet MESLEA, porté par l'organisme de certification allemand DKE, la spin-off PE Systems et l'université de Stuttgart. Et puis un second projet, l'Open Transistor Database, qui est porté par l'université de Paderborn. Alors, le premier projet, le MESLEA, a aussi l'ambition d'analyser les méthodes en fait, de caractérisation des semi-conducteurs rapides, comme les SiC ou les GaN, parce que les données qui sont disponibles en fait, dans les datasheets ne sont pas considérées aujourd'hui comme suffisamment fiables. Le second projet, lui, est simplement l'idée de fournir un outillage en fait, à l'utilisateur pour qu'il puisse numériser en fait, plus facilement ces datasheets, les partager et ensuite les exporter dans des outils de simulation comme Plex, GECO, Circuit ou Simscape. Mais il y a encore en fait quelques verrous. Nous avons eu l'occasion en fait de discuter avec les membres du Project MESLEA et notamment il y a l'idée en fait de pouvoir numériser automatiquement les datasheets existantes de semi-conducteurs sans aucune intervention en fait de l'utilisateur. Là, la piste, ce serait de faire appel aux méthodes de machine learning, d'apprentissage automatique. Là, donc, on vient bien chercher une compétence de data scientist, mais il s'agit aussi de mettre en place en fait des critères de vérification, donc en regroupant des données issues de la datasheet, parce qu'il peut y avoir des erreurs, non seulement déjà dans les datasheets, mais également dans le process de numérisation. Donc là, il s'agit bien d'aller chercher la compétence d'un électronicien puissant. Puis ensuite, il s'agira d'étendre. Et puis ensuite, il s'agira d'étendre en fait ce concept aux autres composants, et notamment les passifs. Avec, par exemple les condensateurs, il s'agira dans un premier temps de standardiser les données, quelle que soit la technologie, plastique, céramique ou électrochimique, et puis de s'intéresser aux magnétiques. Tout d'abord, pour l'obtention en fait, des données pertes des matériaux magnétiques, où là, la première piste sera de s'inspirer de ce qui a été fait en fait, pour les données des semi-conducteurs. Et puis sur les inductances, donc pour l'amélioration en fait, des pertes cuivre AC, dues notamment à l'entrefer, où là nous avons vu précédemment que la méthode basée sur la surface de réponse était certes précise, mais elle était très coûteuse en termes de temps de calcul, puisqu'il avait fallu en fait plus de 210 000 simulations offline, qui ont pris un petit peu plus de 4 mois. Donc là l'idée, c'est que cette méthode en fait nous paraît très prometteuse, mais elle est beaucoup de temps de calcul, donc il faudrait voir comment est-ce qu'on peut réduire en fait ce temps de calcul. Puis un sujet qui me tient particulièrement à cœur, c'est la mise en place en fait, de nouveaux critères de dimensionnement. Donc bien sûr à commencer par la fiabilité et la durée de vie, mais également en fait, des critères qui sont plus attraits à l'analyse de cycle de vie, comme l'empreinte carbone ou l'énergie qu'il a fallu pour constituer le convertisseur, ou plutôt un temps de retour en fait, sur l'énergie. Donc là, l'idée, ça sera de faire un lien vers les données de la cycle de vie. Donc typiquement, la base de données aujourd'hui qui fait référence est Coinvent, et il y aura probablement un certain travail d'adaptation à faire en fait, sur ces données qui ne sont pas toujours dans le bon format, et qui n'ont pas toujours les bonnes unités. Alors oui, effectivement, il s'agit de perspectives au croisement de l'électronique de puissance et des data science, avec plusieurs enjeux. Un enjeu technique, puisque les data science, c'est peut-être quelque chose d'un peu nouveau, encore un peu nouveau pour notre communauté en génie électrique. Il y a également un enjeu stratégique, puisque je pense que pour que cette approche-là puisse marcher, il faut mettre en place en fait, des partenariats forts entre des universitaires et des industriels. Et pour des universitaires, pourquoi pas en fait des structures qui ont des niveaux de TRL un peu élevés, comme le CEA, donc CEATech ou encore l'IRT. Et puis, des enjeux sociétaux.
faut poser la question de l'impact en fait, voilà, de la gestion de ces données massives en énergie sur notre environnement. Qu'est-ce qu'on peut faire en fait pour le réduire? Et puis également sur la transparence en fait des algorithmes à développer. Pour moi, ce qui est très important, c'est qu'il faut toujours que le développeur, même l'utilisateur, il sache précisément, même quand tu utilises en fait ces méthodes en fait d'intelligence artificielle, eh bien qu'il puisse toujours expliquer pourquoi à partir d'un cahier des charges A, il a abouti en fait à une solution B. Voilà. Et pour ça, eh bien, voilà, moi je vous invite à relire en fait ce livre, lire ou à relire, voilà, les Weapons of Mass Destruction, qui a été fait par Cathy O'Neil, qui est une ancienne mathématicienne des finances, et qui avait notamment été invité par Cédric Villani avec Emmanuel Macron pour définir la roadmap de l'intelligence artificielle lors du quinquennat précédent. Alors maintenant, je vais me permettre en fait de saisir une perche que j'ai pu voir en fait dans un rapport de mes manuscrits pour vous présenter ma vision sur les besoins actuels en enseignement. Donc il y a tout d'abord en fait eh bien, tout un tas de thématiques qui tournent autour de la problématique du véhicule électrique, alors bien sûr avec l'hydrogène et puis la stratégie de gestion dans les systèmes hybrides, mais également en électronique de puissance, avec toutes eh bien, ces besoins qu'il y a autour des chargeurs et qui utilisent notamment des topologies d'électronique de puissance qu'on n'a pas forcément eh bien, l'habitude de bien enseigner, de beaucoup enseigner dans les premiers et deuxièmes cycles. Donc connexe à ces thématiques-là, eh bien, là, il y a tout ce qui va tourner autour des réseaux électriques, et notamment qui était déjà, j'aurais tendance à dire, habitué pour traiter le caractère intermittent dû aux énergies renouvelables, et qui va encore se renforcer avec la problématique eh bien, voilà, du stockage en fait, des batteries dû au nombre croissant du nombre de stations de recharge. Et enfin, eh bien, le domaine dans lequel je baigne un petit peu plus à l'heure actuelle, qui est le domaine maritime, dans lequel on va avoir des problématiques eh bien, de stabilité du réseau, bien sûr, mais également eh bien, des problématiques naissantes autour en fait, des systèmes énergétiques hybrides, puisque ce concept est aujourd'hui eh bien, en plein démarrage, et donc il y a un besoin en fait, d'éducation assez fort pour montrer en fait, aux étudiants le gain qu'on peut avoir en efficacité et en dimensionnement en fait, de ces systèmes-là. Par rapport à ces thématiques, on constate effectivement qu'elles peuvent alimenter une tendance business as usual, suivant comment elles sont appliquées. Et on peut s'interroger si elles sont compatibles ou incompatibles avec une approche d'éco-conception. C'est ce type de questions que nous devons accepter de se voir poser par les futurs ingénieurs que nous formons, et c'est à encourager, car je pense qu'il est de notre responsabilité de former des ingénieurs avec un sens critique. Et ça passe par un enseignement de philosophie en fait, de la technique, qui a déjà lieu en fait, dans certaines écoles, mais qui est encore à encourager. Voilà, je vous remercie en fait de votre attention et je profite de ce dernier slide pour remercier en fait tous mes collègues, enseignants, chercheurs, administratifs, stagiaires et doctorants qui m'ont accompagné pendant ces dernières années. À bientôt.